Bienvenue pour ce webinaire dédié au métier de consultant grosse. On va pouvoir vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qu'un consultant grosse, quelles sont ses missions et plus spécifiquement qu'est-ce qu'un consultant grosse chez Marketive, puisque on parle de ce que l'on connaît. Donc, on va pouvoir vous présenter tout ça et répondre évidemment à toutes vos questions s'il y en a. On est deux aujourd'hui à vous accueillir dans ce webinaire. Donc, moi, c'est Stéphane Duviquet, donc je suis Operation Manager chez Marketive, donc manager de l'équipe Grosse Marketing plus spécifiquement. Et je suis accompagné aujourd'hui donc d'Athénaïs. Et donc, moi, c'est Athénaïs Lenz et je suis consultante growth chez Marketive depuis 2019. Et forcément, je suis dans l'équipe de Stéphane. Avant de rentrer dans le vif du sujet et dans le description, on va dire, du métier du consultant grosse, l'idée, c'était de vous présenter aussi des spécificités par rapport à Marketive, puisqu'on exerce le métier dans le cadre d'une agence, et donc mécaniquement, on va adapter notre façon de travailler aux clients de l'agence et à sa constitution globalement. Donc, Marketive, c'est une agence qui a à peu près aujourd'hui une dizaine d'années, qui compte une quarantaine de consultants sur diverses expertises, dont l'expertise en grosse marketing, et qui accompagne aujourd'hui plus de 400 clients. Une des spécificités de Marketive, c'est d'être partenaire Elite HubSpot, donc qui est aujourd'hui soit l'outil CRM et Marketing Automation, un des outils leaders sur le marché, et l'agence Marketive est un des premiers partenaires dans le monde et le premier partenaire en France. Donc globalement, Marketive, comme je disais, c'est une quarantaine d'experts, mais une quarantaine d'experts sur divers types de métiers, divers types d'expertise. Donc, on a aujourd'hui des développeurs, des UX designers, des consultants plutôt RevOps, donc sur la thématique de l'implémentation, du cadrage autour des CRM, et des consultants grosses. C'est l'entreprise qui grossit fortement. Donc, on a aujourd'hui beaucoup de profils. On vous mettra des liens dans ce deck que vous recevrez suite au webinaire, mais un ensemble d'offres qui sont aujourd'hui disponibles, pas que sur la thématique grosse. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, évidemment, si vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est plutôt la thématique qui vous intéresse. Mais on recherche aujourd'hui à peu près une quinzaine de profils, toute expertise confondue, et entre 2 et 3 globalement là, à très court terme sur l'équipe grosse marketing, pour accompagner globalement cette croissance et nos clients. Comme je le disais, on est aujourd'hui le première agence en France partenaire HubSpot, et dans le top 5 globalement dans le classement mondial. Et on a aujourd'hui des projets extrêmement variés dans des secteurs tout aussi variés, de la start-up à la PME, en passant plutôt par des grands groupes, des grands comptes, à l'international, en Europe, mais aussi aux États-Unis, etc. Et dans des secteurs aussi B2B ou B2C, de l'industrie, de la fintech, de l'edtech. Voilà, des ONG aussi. Des ONG aussi, effectivement, de plus en plus. Voilà, sur lesquels, en fait, évidemment, les problématiques sont variées et les enjeux tout aussi différents, ce qui, nous, en tant que consultants grosses, va nous amener aussi à devoir réfléchir différemment, puisque chacune de ces entreprises et de ces secteurs vont avoir des enjeux et des objectifs bien particuliers. Et l'écosystème international, effectivement, puisqu'on va avoir aujourd'hui un certain nombre d'agences avec lesquelles on va travailler, des agences partenaires, mais nous, on va aussi travailler en direct avec des clients internationaux. Les outils, évidemment, qu'on va utiliser au quotidien sont extrêmement larges. Alors, vous voyez des logos ici, j'imagine que vous en connaissez déjà une bonne partie. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est aujourd'hui les outils qu'on va utiliser le plus dans notre quotidien pour atteindre nos objectifs marketing et commerciaux, auprès, en tout cas, les objectifs plutôt de nos clients, et les outils qu'on va mettre avec eux en place. Ça, c'est pour rappel, mais on l'a dit, mais aujourd'hui, on est une agence qui est reconnue sur cette thématique HubSpot et sur cet outil-là, qui est un outil extrêmement important pour nous dans notre métier de consultant grosse au quotidien, puisque c'est l'outil qui va nous permettre d'accompagner encore plus qualitativement nos clients en s'appuyant sur de la donnée CRM, et pouvoir traquer aussi évidemment toute cette croissance, puisque si on s'arrête, on va dire, à l'initial qui est je génère un lead, je génère un contact, qui est souvent la première chose qu'on nous demande, en fait, on fera qu'une partie du travail. Nous, notre travail vraiment est de travailler sur la chaîne complète de valeur de l'acquisition jusqu'au référent.
Quelques clients, voilà, pour vous donner un peu pareil, c'est pas exhaustif, mais quelques clients avec lesquels aujourd'hui, on travaille, au quotidien, que ce soit sur la partie grosse ou sur des sujets de développement, sur la partie CRM, des clients qu'on va accompagner, globalement, de manière complète. Le programme du jour, donc cette petite introduction étant, terminée, vous présentez, le métier, évidemment de consultant grosse appliqué à Markentive, puisque un consultant grosse dans d'autres agences ne fera pas forcément le même travail. Il y a évidemment des similitudes, mais on va vous présenter plutôt comment aujourd'hui nous on travaille sur cette méthodologie grosse, ce que ça implique pour nos clients, ce que ça implique évidemment pour nous, consultants. Est-ce que le métier finalement, le décrire et pour vous permettre vous de vous projeter dans ce métier-là et savoir s'il peut ou pas correspondre en fait à vos envies, votre envie de développement professionnel. Qu'est-ce que ça va apporter effectivement le travail en agence par rapport à un travail peut-être chez l'annonceur directement. Et enfin, vous décrire un peu plus concrètement le quotidien, les temps forts, on va dire, d'une semaine d'un consultant grosse, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qui va rythmer finalement nos journées. Donc, qu'est-ce que le consultant grosse chez Markentive? Donc, juste pour rappel, donc la méthodologie grosse va se baser sur le funnel ARR, donc acquisition, activation, rétention, revenu et referral. Donc, on va travailler évidemment sur toutes ces étapes-là, là où des agences plutôt traditionnelles vont peut-être uniquement se concentrer sur un bout de ce tunnel-là. Et nous, on a mis en place une méthodologie spécifique qu'on appelle Rebelle, qui va évidemment se baser sur ce funnel, mais également sur des étapes du cycle de vente, essayer de mixer un petit peu une approche un peu globale et de pouvoir intervenir au maximum sur tout ce qui va créer de la valeur chez nos clients, donc sur l'acquisition de nouveaux contacts, sur la mise en œuvre de campagnes d'activation, de nurturing par exemple. Travailler également à la rétention client, à l'upsell, au cross-sell, faciliter le renouvellement. Et enfin, évidemment, capitaliser aussi sur cette base client pour en faire des ambassadeurs, ce qui est le but ultime, ou en tout cas faire en sorte que, de par le bouche à oreille, on arrive à grossir en fait naturellement et à développer cette croissance. Donc, pour rappel, voilà les étapes principales sur lesquelles le consultant grosse va intervenir. Donc, une phase d'acquisition. Très concrètement, ça va être comment travailler et obtenir dans un premier temps du trafic ou des contacts. Donc, ça peut être la mise en place de campagnes publicitaires, la mise en place d'actions de référencement, la mise en place de scrapping qui va nous permettre d'acquérir finalement des contacts par différents biais. On pourra rentrer dans le détail un petit peu plus tard. L'activation, c'est une fois qu'on va avoir capté ce nouveau contact, être capable de le scorer, de l'engager et de le trier, on va dire finalement, puisque notre travail va vraiment être de détecter les leads avec le plus fort potentiel pour généralement des équipes commerciales qui vont ensuite faire un travail vraiment de commerce, de vente, pour justement aller un peu plus loin dans la transformation. Et donc, le travail du gros marketeur va être d'identifier cette base et de ne pas considérer une base uniforme qui n'aurait en fait aucune aspérité. On va avoir vraiment des niveaux de maturité, des niveaux de chaleur qui vont être différents dans une base. Et notre travail en tant que gros marketeur, c'est justement de s'appuyer sur cette donnée-là, sur des signaux forts et faibles pour aller de plus en plus loin dans l'engagement de ces contacts et dans la discrimination de ces contacts pour savoir vers lesquels on va orienter ou pas nos efforts marketing et commerciaux. La phase de revenu, qui va être également une phase importante dans laquelle on va pouvoir intervenir sur l'automatisation finalement au maximum de cette phase qui va permettre de développer le revenu, le chiffre d'affaires finalement auprès de vos clients, en s'appuyant évidemment sur de la data, donc créant des reporting pour comprendre, analyser ce qui se passe dans ces premières étapes du funnel et être capable d'en tirer des enseignements qui vont nous permettre d'être plus efficaces, d'aller plus rapidement vers les bonnes cibles et aussi d'être capable de reporter finalement sur ce que l'on fait et sur ce qui va être généré grâce aux actions marketing. Le dernier point, l'avant-dernier point qui est sur la phase de rétention, qui est plutôt sur un objectif de génération d'upsell, de renew, travailler finalement à la fidélisation de nos clients, éviter qu'ils s'en aillent évidemment à la concurrence ou
à travailler sur d'autres sujets, internalisés, pourquoi pas, par exemple, certains services, l'idée, c'est de créer en fait des points de mesure, des points qui vont nous permettre, nous, de mesurer la performance de notre service. Donc, typiquement, ça peut être du NPS, pour mesurer globalement la satisfaction. Mais le NPS en lui-même ne sert à rien s'il est juste isolé dans son coin. Donc, c'est pouvoir déduire des actions, avoir des actions qui vont être différentes. Si la note moyenne, elle est 1, elle est 5 ou elle est 10, on peut peut-être imaginer des scénarios différents. Donc, détecter, en fait, justement, ces éléments-là qui vont nous permettre, pourquoi pas, de détecter un risque de churn et un départ vers un concurrent ou vers une autre solution. Et enfin, le referral, qui est évidemment l'objectif ultime finalement aujourd'hui quand on acquiert un nouveau client, c'est de faire en sorte que lui-même devienne un moyen d'acquérir des nouveaux clients en parlant le mieux possible de nous, du produit, du service, et travailler en fait à la mise en place d'actions grosses qui vont faciliter ce travail de referral. Donc, ça peut être des mises en place de programmes de parrainage, la mise en place de programmes d'incentive. Voilà, tout ça, ça fait partie en fait du gross marketing. Ça, c'est un point que je vais peut-être préciser, c'est qu'on a eu tendance à mélanger il y a quelque temps le gross hacking du gross marketing, et c'est vraiment des choses qui sont totalement différentes. Le gross hacking vise effectivement un résultat rapide avec le minimum de moyens, mais parfois en utilisant des techniques pas toujours éthiques ou un peu moins. C'est pas que ça, mais voilà, il y a aujourd'hui évidemment beaucoup de confusion entre ces deux actions. Du gross hacking peut faire partie d'une stratégie de gross marketing. Ce qu'il faut surtout retenir dans le gross marketing, c'est que nous, on va intervenir sur toutes ces étapes du funnel et on va avoir pour objectif de croître. La croissance ne veut pas forcément dire de passer de 1 à 10 en un minimum de temps. La croissance veut simplement dire que l'on va mettre en place des choses de manière itérative, du test and learn, et voir si globalement ce que l'on fait, les actions qu'on met en place, produisent un effet de croissance. Donc déjà, de passer de 0 à 1 est une forme de croissance, et ce qu'on va essayer de faire, c'est capitaliser au maximum sur toutes ces étapes-là pour justement produire cet effet de croissance qui, sur le long terme, évidemment, ne peut pas s'appuyer que sur des mécaniques de hack, puisque le hack, à un moment ou à un autre, en fait, on va avoir pris ce qu'on pouvait prendre, mais après, il faut réfléchir de manière un peu plus pérenne. Donc voilà pour cette introduction globale. Et là, on a quelques exemples un peu concrets de ce que ça peut être, typiquement pour un secteur de l'assurance, donc des secteurs qu'on accompagne notamment aussi chez Markentive. La phase d'acquisition, on va beaucoup se trouver sur des campagnes SIA, sur du social ads, avec évidemment, nous, notre enjeu, ce n'est pas de considérer une audience globale et unique qui a les mêmes enjeux, qui a les mêmes attentes. Donc, on va pouvoir construire des vrais scénarios d'automation, j'ai envie de dire, médiatique. Donc, on va plutôt scénariser la communication sur les réseaux sociaux en fonction des interactions que l'on a ou que l'on n'a pas eues avec nos publicités, avec notre site internet, avec nos différentes ressources, etc. Ça peut être également la mise en place de landing page qui aura pour but de personnaliser aussi grâce à du smart content par exemple et à des formes qui vont pouvoir être optimisées en fonction de niveau de maturité, en fonction de typologie de scénarios que nous aussi on a imaginé, pouvoir optimiser la transformation de ce trafic initialement qui va être un peu froid en un contact qu'on sera ensuite capable de passer justement dans une phase plutôt d'activation. Tu veux dire peut-être un petit mot sur cette phase-là? Non, mais je pense que c'est très clair. On en a déjà parlé un petit peu avant quand on définissait le modèle AARRR. Ce qui est très important aussi dans l'acquisition et ce qu'on va beaucoup faire en growth, du coup, c'est vraiment de pouvoir tester et d'apprendre des tests qu'on a réalisés. Et on ne le dira jamais assez, la personnalisation aussi est clé. Et c'est pour ça que notamment avec HubSpot, on est en mesure de pouvoir faire plein de smart content, de personnalisation qui peuvent nous aider du coup à déduire si tel ou tel test au final est plus pertinent. Si en fonction de je sais pas si je prends un exemple, on avait quoi? C'était en fonction de la publicité sur laquelle on cliquait, on arrivait sur une page vraiment spécifique et qui répondait précisément à la demande du contact, ce qui peut nous, en général, améliorer nos performances. Et pour peut-être juste préciser sur la phase de revenu, on a tendance en fait très souvent dans des services marketing, on va dire, à travailler sur ce qui a trait au marketing, c'est-à-dire des KPI marketing. Je génère tant de trafic, je génère tant de contacts. Et beaucoup s'arrêtent à « je génère tant de contacts ».
nous, on a besoin effectivement d'aller plus loin et de comprendre le traitement commercial, travailler sur l'alignement justement marketing et sales. Et ça fait partie évidemment du métier du consultant grosse, puisque sa croissance ne sera pas, enfin, on va dire sa performance de croissance ne sera pas jugée uniquement sur j'ai généré 50% de leads en plus. Si en soi, ces 50% de leads n'ont strictement rien donné de plus en termes business, et ben en soi, c'est globalement des leads dont on aurait pu se passer. Puisque ce qu'il faut retenir, c'est que ces leads qui ont croît ont demandé nécessairement plus de traitement de commerciaux, donc plus de ressources commerciales. Donc potentiellement, c'est même un coût supplémentaire pour l'entreprise, puisqu'on va avoir mobilisé des commerciaux qui auront peut-être dilué leurs efforts et pas concentré leurs efforts justement sur les bonnes targets en termes commerciaux. Donc, on a vraiment des enjeux importants à ne pas isoler le gros marketeur sur cette phase uniquement acquisition-activation, qui est évidemment la première, enfin les deux premières, mais ensuite, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire sur tout ce qui se passe après et surtout à suivre. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on travaille aussi beaucoup finalement avec les commerciaux de nos clients pour nous assurer que les leads qu'on leur apporte sont des leads qu'ils vont considérer comme qualifiés pour eux. Donc, on a vraiment tout un travail à la fois marketing, mais en même temps alignement marketing et sales, ce qui fait qu'on a une vision vraiment 360 sur tout ce qui se passe. Et c'est quelque chose vraiment qui est assez appréciable. Là où dans certaines autres entreprises, on n'aura vraiment que la vision marketing et ce qui se passe après, on est un petit peu plus dans le flou. Un autre exemple très rapide, mais sur justement aujourd'hui, un des points clés dans la performance d'une transformation d'un lead en client, c'est la réactivité de traitement de ce lead. C'est-à-dire aujourd'hui, je rappelle un lead dans l'heure ou je rappelle un lead dans 3 jours, dans un délai de 3 jours, la performance, évidemment, se dégrade au fil du temps. Donc, plus je suis réactif, plus je suis rapide, plus j'ai de chances de signer. Ce n'est pas garanti, mais en tout cas, normalement, on se donne un peu plus de chance. C'est déjà un bon indicateur. En tant que gros marketeur, on peut aussi nous intervenir pour faciliter justement ce travail de traitement. Identifier des délais de traitement trop longs entre la lead generation et le moment où le sales peut prendre en contact, doit prendre contact ou a pris contact avec justement ce lead-là. Donc, ce travail-là est évidemment important. On va pouvoir nous, par exemple, automatiser des tâches, automatiser des fils de tâches et aussi prioriser ces tâches-là pour que le commercial puisse concentrer ses efforts sur ce qu'il est capable de générer, ce sur quoi il est capable de générer le plus de valeur. Donc ça fait aussi partie de nos métiers et ça ne se limite pas, une fois de plus, à cette phase amont. On évoquait tout à l'heure la méthode Rebelle. Donc Rebelle, c'est pour Resolve, Build, Execute and Learn. Donc la phase Resolve, c'est vraiment toute la partie audit. On va essayer de comprendre en fait les problématiques des clients, faire un état des lieux finalement aujourd'hui, des photographies de qu'est-ce qui est fait, comment c'est fait. Donc typiquement, nous, sur la phase plutôt grosse marketing, on va intégrer plutôt des audits SEO, des audits SIA, des audits de conversion, essayer de comprendre en fait aujourd'hui ce qui est fait et comment c'est fait. La phase build, là, on va vraiment dans la construction plutôt de stratégie, donc la mise en place de stratégie grosse marketing, stratégie d'acquisition, stratégie d'activation, et construire finalement l'ensemble des bases qui vont nous permettre ensuite de déployer, donc d'execute, un ensemble d'actions que l'on aura identifiées justement dans ces phases préparatoires. Et enfin, la phase learn, qui est plutôt la phase de formation, puisque nous, aujourd'hui, on est plutôt dans une optique de vulgariser au maximum, ou en tout cas de rendre autonomes nos clients sur tout ce qui est possible et ce qu'ils souhaitent évidemment internaliser, pour nous reconcentrer sur des enjeux plutôt stratégiques ou plus complexes techniquement. Donc là, on va être capable évidemment de former l'ensemble de nos clients à toutes ces thématiques-là. Donc pourquoi c'est différent aujourd'hui d'être consultant grosse globalement chez Markentive. Donc ça va être évidemment de travailler sur des secteurs d'activité extrêmement variés. Et quand je dis extrêmement variés, ça peut être de l'industrie qui fait des capteurs sur des débitmètres, voilà, qui est extrêmement pointu, à du vendeur de produits laitiers de lait maternisé, par exemple, pour bébés. Donc, on va vraiment être sur des choses très, très différentes. Donc, un laboratoire, par exemple. Donc, voilà, ça va vraiment être très large. Donc, B2B, B2C, etc., comme je disais tout à l'heure. Ce qui crée évidemment beaucoup de diversité, nous, dans notre quotidien, dans les missions, dans les enjeux qu'on va pouvoir rencontrer et du coup, les solutions qu'on va devoir aussi trouver. Ça va aussi être important pour nous
de travailler à la mise en place de nouveaux outils ou des outils différents, puisque chaque entreprise va avoir ou peut avoir un écosystème différent. Donc, nous, on va devoir s'intégrer autour de cet écosystème, même si on arrive un peu toujours avec notre boîte à outils et on sait un peu sur quoi on peut venir piocher. On a parfois des spécificités qui nous obligent à venir nous intégrer dans quelque chose qui est très, très rodé. Je prends des exemples aujourd'hui sur des grands groupes qu'on accompagne qui vont avoir des contraintes à ne travailler, par exemple, qu'avec des outils français ou européens. Donc, typiquement, ça peut enlever une certaine partie de notre boîte à outils qui ne serait pas dans ce cadre-là. Un exemple concret en ce moment, vous avez peut-être entendu parler, mais de moins en moins d'entreprises veulent utiliser Google Analytics en France pour toutes les problématiques RGPD, etc. Donc, on a de plus en plus de nos clients qui viennent avec du Matomo, pour ne citer que lui. Donc, nous, aujourd'hui, on va aussi s'intégrer dans cet écosystème-là en utilisant cet outil et en intégrant cet outil dans l'ensemble de la tool stack qu'on va mettre à disposition de nos clients. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on a une full stack de base, mais après, derrière, on va aussi aller apprendre à découvrir des nouveaux outils, apprendre comment s'en servir, etc., pour vraiment s'adapter aux besoins des différentes entreprises qu'on va accompagner. Là où aussi c'est extrêmement intéressant, en tout cas selon notre point de vue, c'est qu'on va avoir échangé avec vraiment des interlocuteurs qui sont de différents niveaux. Alors évidemment des niveaux de décision sur des directeurs marketing, des directeurs commerciaux, des directeurs de service client, parce que comme on l'a dit juste avant, on intervient à toutes les étapes du funnel et c'est assez rare que dans une entreprise, une seule et même personne gère toute cette partie. Donc nous, ça implique qu'on adapte évidemment nos discours, notre vocabulaire, parce qu'on ne parle pas tout à fait de la même manière à un directeur marketing, un directeur sales ou un directeur service client. Ils n'ont pas les mêmes enjeux, pas les mêmes KPI. Donc, nous aussi, on doit s'adapter. On va également travailler sur ce qui est valorisant, en tout cas dans nos métiers, c'est qu'on voit globalement l'impact de ce qu'on fait, puisqu'on met en place tout le tracking, on met des reporting, etc. Et on voit effectivement ce que ça peut impacter en termes de performance business concrète. Et ça, c'est extrêmement aussi important, puisque l'idée pour nous n'est pas juste de s'arrêter à j'ai généré 50 leads la semaine dernière. C'est évidemment à quelle hauteur on a participé finalement dans la génération du chiffre d'affaires et dans une certaine manière le développement de l'entreprise qu'on accompagne. Donc, on se voit plutôt évidemment comme des partenaires que comme des prestataires. Le prestataire serait évidemment juste la personne qu'on dit tiens, j'ai ça à faire, fais ce que je te demande de faire. Nous, on est plutôt dans une co-construction et on s'appuie évidemment dans des collaborations avec nos clients pour qu'ils puissent tirer le maximum de notre accompagnement et que nous, on puisse voir évidemment au maximum les bénéfices qu'on a pu produire. On va évidemment travailler beaucoup en équipe. Aujourd'hui, l'équipe, c'est plusieurs intervenants, j'ai envie de dire, plusieurs types d'équipes. On aurait pu mettre équipe avec un S, parce qu'il y a les équipes externes clients. Donc, avec le client, on va travailler, on va former une équipe. Et en interne, nous aussi, on va pouvoir former des équipes qui vont intervenir sur nos projets, puisque, comme je l'ai présenté aussi un petit peu plus tôt, on va avoir des clients, des experts sur divers champs d'intervention. Et dans le cadre de nos accompagnements, on peut se retrouver à avoir besoin parfois de développement sur mesure, de développer un script pour traquer quelque chose, de développer un script pour scraper quelque chose, de mettre en place des dashboards spécifiques par rapport à de la donnée qui serait externe, ou après créer une landing page, créer des visuels, créer des ressources, etc. Et donc là, on va avoir besoin en fait de travailler en interne avec toutes ces expertises et notre rôle, ça va être de concentrer un petit peu toute l'information et de piloter effectivement toutes ces ressources. Donc tout ça, ça fait que toute cette diversité d'interlocuteurs, cette diversité de projets, cette diversité d'entreprises et d'enjeux, ça crée évidemment très très peu de monotonie globalement dans nos quotidiens. Donc, ce qui est extrêmement intéressant de pouvoir varier les plaisirs, j'ai envie de dire, en tout cas entre ce qu'on va rencontrer tous les jours. On sait globalement, évidemment, sur quoi on ne découvre pas les sujets au jour le jour, mais néanmoins, ils sont variés et changent extrêmement régulièrement. La grosse force, évidemment, qu'on va nous valoriser dans le métier du consultant gros, c'est cette vision
complète du tunnel. Je pense qu'on l'a déjà bien dit, mais c'est extrêmement important pour nous de pouvoir ne pas se limiter à une génération de trafic ou à une génération de notoriété, d'impression, d'engagement, d'interaction. Ça, c'est la première phase, mais pour nous, en fait, cette phase-là, elle n'a que de sens que si on est capable de mesurer l'impact in fine sur le business de notre client, puisque c'est avant tout ça qu'on va rechercher dans l'accompagnement qui sera proposé. Et c'est ce qu'on va demander du coup aux consultants, d'être capable en fait de se positionner comme un partenaire business et pas un prestataire d'acquisition de trafic. Et enfin, le dernier point qui est un peu différencié, c'est qu'effectivement, bon, je sais un peu de le dire, mais on va avoir une approche plutôt qualitative que quantitative. Évidemment, à un moment, les deux doivent se rejoindre un minimum. On ne peut pas juste dire à notre client, je vous ai généré un lead, il s'est transformé, c'est super, il y en a eu, c'est 100% de transformation. À un moment, évidemment, il faut trouver le juste milieu entre la quantité et la qualité. Mais ça, c'est important et ça se fait plutôt dans l'échange en fait avec le client, puisqu'on le représentera après dans le quotidien du consultant, mais on a des échanges extrêmement réguliers avec nos clients justement pour être certain qu'on soit bien aligné sur les objectifs que l'on a communément et de manière commune, et globalement, est-ce que l'on va dans la bonne direction et quels sont les ajustements qu'on peut évidemment en tirer. Quelques questions que l'on va pouvoir traiter pour vous illustrer. Et s'il y a des questions, évidemment, n'hésitez pas aussi à les passer dans le chat. On pourra les prendre en cours. Globalement, sur les compétences, donc les hard skills que l'on va attendre d'un consultant. Si tu peux en nommer quelques-unes. Alors, au niveau des hard skills, donc quand on demande un peu quel type d'expérience est-ce qu'il faut avoir, est favoriser effectivement les personnes qui s'y connaissent déjà un petit peu sur toutes les stratégies marketing. On a beaucoup de personnes qui proviennent déjà d'écoles de commerce, qui ont déjà des expériences, que ce soit en agence ou autre. Au niveau des technologies qu'il faudrait connaître, à minimum, tout ce qui va toucher aux régies publicitaires, donc ce qui va du LinkedIn, du Google, du Facebook Ads, même du Twitter ou du Instagram Ads, on a déjà amené en faire, même du YouTube Ads. Tout ce qui va toucher un peu au SEO, donc à minima aussi à tout ce qui va être Google Analytics, Search Console, etc. HubSpot est un plus parce que, comme on le disait aussi, c'est au final au cœur de toutes nos stratégies, de tous nos accompagnements. En fait, ça va être la plateforme principale qui va nous servir de pouvoir suivre et lancer toutes nos actions marketing. Donc, c'est assez important. Et puis après, tout autre outil connexe, si je puis dire, qui peut permettre de lancer des activités, des actions marketing et de pouvoir reporter dessus aussi. Donc effectivement, après, ça va être tout ce qui va être globalement lié aux mécaniques de marketing automation, de lead scoring, de scrapping, d'utilisation de séquences. Évidemment, il y a aussi une phase potentiellement de rédaction, alors pas rédaction nécessairement de contenu, mais être capable d'avoir conseillé sur du copywriting, sur des emails, sur des tests aussi, sur des façons de valoriser finalement la proposition de valeur justement des clients par rapport à un persona, par rapport à une phase de buyer journey. Tout ça sont des éléments qui font partie aujourd'hui de la boîte à outils pour le coup du consultant, en tout cas sa boîte de compétences dans lequel il pourra piocher en fait au quotidien pour répondre au mieux en fait aux enjeux de nos clients. Après, c'est toujours utile aussi d'avoir une expérience. Enfin, genre, typiquement, moi c'était plutôt SEA. On en a aussi dans l'équipe qui sont plutôt SEO, d'autres qui sont plutôt vraiment marketing. Ça permet d'avoir une base assez solide. Après, pour autant, nos projets vont être vraiment très variés et très 360. Donc, il y aura toujours la possibilité d'évoluer, de développer ses connaissances ailleurs. Ça, c'est important ce que dit effectivement Athénaïs. On recherche à avoir des consultants les plus pluridisciplinaires dans le sens où ils sont capables de comprendre les enjeux et les tenants aboutissants de chaque grand pôle, on va dire, d'intervention sur lequel on va travailler en tant que consultant grosse. Par contre, nécessairement, évidemment, c'est assez rare d'avoir un niveau d'expertise très avancé sur tous les sujets. Et ça, on en est tous conscients en toute humilité. Et c'est ce qui fait après la force de l'agence, c'est d'être capable de s'appuyer sur des experts, parce que pluridisciplinaires, mais on essaie aussi de faire en sorte qu'on ait une différence entre chacun de nos consultants, chacune de nos consultantes, pour justement avoir une équipe complémentaire qui est capable de s'apporter justement entre celui qui est expert SEO, celui qui est expert SIA, qui puisse être capable en fait de s'appuyer lors de projets en fonction de l'expertise dont on aurait besoin en fait de mettre en avant vis-à-vis du client.
En termes de soft skills, ce qui va être important, je ne vais pas toutes les nommer, mais pour en nommer quelques-unes, ce qui est extrêmement important dans nos métiers, le premier, je pense, c'est la curiosité. Puisque en fait, beaucoup d'outils émergent, des nouveaux qu'il faut être capable évidemment du coup de tester, mais ça ne tombe pas du ciel, cette information-là, il faut être capable d'aller la chercher. Donc être curieux en fait dans la veille finalement de nouvelles façons de faire, tester de nouvelles choses et être capable aussi d'aller chercher cette information-là. Donc ça vient aussi après avec l'autre point qui est peut-être la proactivité, donc être proactif évidemment dans la recherche de cette information et être proactif aussi dans la relation avec nos clients, puisque aujourd'hui ils viennent pour nous, entre guillemets, nous acheter une prestation, un service, un conseil, et donc il faut qu'on soit capable évidemment de mener à bien cette relation, de les accompagner, et ça se passe évidemment si on veut pouvoir créer de la valeur, en donnant un minimum de nouveautés, de tester de nouvelles choses pour que l'approche que l'on va proposer produise des effets qui ne soit pas quelque chose qui est identique à ce qu'aurait proposé une agence qui fait toujours la même chose, etc. Donc, on doit être capable de se renouveler. Donc ça vient avec une autre qualité qui va être pour moi la remise en question, être capable en fait de remettre en question ce qu'on fait et de vouloir toujours, entre guillemets, faire mieux, ou en tout cas, ça ne veut pas forcément dire faire différent, mais en tout cas, se dire que ce que l'on a fait aujourd'hui, c'est bien, mais ça peut peut-être être encore mieux. Et donc ça, c'est même la base finalement du growth marketing, puisque on est sur des bases d'itération sur les projets. Donc on doit être capable de comprendre ce que l'on a fait, comment on l'a fait, et essayer de trouver une autre manière ou une manière un peu meilleure pour améliorer une fois de plus notre performance, notre accompagnement. C'est intéressant ça, parce que quand on fait un test, qu'il soit réussi ou qu'il soit raté, ça ne veut pas dire qu'il faut rester sur cet échec ou cette réussite. Il faut toujours essayer de trouver d'autres façons de faire pour aller plus loin et pour continuer d'apprendre aussi sur cette lancée. C'est ça. Et le dernier, peut-être, la dernière compétence qualité que je vais nommer, c'est le sens du relationnel, parce qu'on est dans un métier de conseil. Donc, il faut être capable de conseiller de la manière la plus claire possible, d'être pédagogue, d'être capable aussi d'être convaincre en tout cas et vendre d'une certaine manière son dispositif, ce que l'on propose, sa stratégie, pour être capable de la déployer, puisqu'un client qui ne croit pas dans votre stratégie, globalement, soit il ne va pas la déployer, soit il va la déployer avec beaucoup de réticence et potentiellement ne sera pas aussi acteur dans la stratégie, alors qu'on sait que l'on en a besoin pour la performance. Donc ça, c'est vraiment important, effectivement, d'avoir un sens du relationnel aigu pour accompagner correctement dans ces métiers du consulting. On a aussi des niveaux de seniorité, évidemment, qui sont différents aujourd'hui chez Mark & Sieve. Donc, on a des niveaux de consultants juniors, confirmés, seniors, donc qui vaut pour en fait des niveaux d'expertise différents, des années d'expérience différentes, des sujets traités différemment. Il y a une complémentarité en fait qu'on va créer sur les équipes pour justement que le consultant junior puisse monter en compétences rapidement sur des sujets qu'il maîtrise un peu moins grâce à des binômes justement. Typiquement, on va créer des binômes pour être plus efficace dans le développement en fait des compétences des uns et des autres, puisqu'en fait on ne peut apprendre qu'en pratiquant. Et la pratique théorique, la théorie que vous allez avoir dans des écoles, il y a beaucoup d'écoles qui se montent avec des formations où on vous promet en 3 mois d'être grosse marketeur. Je ne citerai pas de nom, mais c'est très bien pour vous donner une overview globalement de ce qui peut se produire dans le métier du gross marketing. C'est très loin de pouvoir vous donner des clés sur comment demain ça va se passer, puisque chaque fois que vous rentrerez chez un nouveau client, la problématique sera différente. Et ce que vous allez devoir mobiliser, ça sera différent également. Et ça, effectivement, il n'y a que l'expérience, les échanges, les multiples échanges que vous allez avoir avec des clients, des secteurs, qui fera en fait que l'expertise, vous serez en fait le plus complet possible. Donc, le consultant senior, généralement, il a la différence, on va dire qu'il a avec un consultant junior, c'est qu'il peut avoir des projets parfois un peu plus en autonomie. Voilà, il va être seul sur un projet. Il va avoir des projets d'envergure un peu plus grande, parfois des plus grands comptes qui demandent, on va dire, une gestion un peu politique aussi de la relation. Donc, c'est quand même un métier, en tout cas une brique du métier qui demande un petit peu d'expérience aussi.
Et après, ça peut être aussi des projets internationaux, voilà, avec un peu plus de complexité aussi technique, qui va du coup être traité plutôt par un consultant senior. Mais comme je disais, on va essayer d'embarquer un junior ou un confirmé dans des projets de ce type-là, parce que nos enjeux, évidemment, aujourd'hui, nous, en tant qu'agence et organisation, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse grandir, développer ses compétences. Et ça ne passe effectivement que par la pratique et être confronté à toutes ces situations. Du coup, quelles sont les évolutions possibles dans un tel poste? Et du coup, effectivement, les évolutions possibles. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on a déjà plusieurs niveaux de consultants. Donc, le consultant junior peut aller vers un poste de confirmé puis de senior. Donc, on a aujourd'hui une grille très claire qui répertorie toutes les compétences hard skills, soft skills qu'il faut avoir et voilà, le nombre, la quantité qu'il faut pour pouvoir passer d'une étape à une autre. Et après, on a d'autres types d'évolutions aussi en interne où on peut passer sur des postes de manager, des postes un peu transverses où il y a des passerelles potentiellement entre le consulting et le commerce, par exemple. Donc voilà, après, il y a des passerelles un peu transversales que l'on peut déployer si jamais c'est nécessaire. Et après, au-delà de ça, aujourd'hui, on va essayer d'avoir des postes qui sont les plus complets possibles pour donner une visibilité et toucher un peu en fait à tous les outils qui va permettre globalement dans l'évolution, en tout cas, de vous enrichir dans toute la dimension d'un poste de consultant bourse. Du coup, si vous arrivez chez Markentive, à quoi vous attendre sur les premiers mois pour être entre guillemets au niveau sur l'ensemble des sujets? En tout cas, sachez que pour tout nouvel arrivant, personne n'est laissé tout seul. On a monté un groupe d'accueil au final, d'onboarding pour les nouveaux Mark & Buddy, comme on les appelle, où l'objectif, c'est vraiment de pouvoir mettre des points un petit peu avec tout le monde pour qu'ils puissent rencontrer énormément de personnes. Étant donné qu'on a des personnes qui sont en télétravail, qui sont en présentiel, on a un rythme un petit peu différent, donc ce qui permet vraiment de pouvoir créer du lien avec chacun, de vraiment pouvoir savoir à qui s'adresser en fonction de la situation dans laquelle on se retrouve. On va aussi avoir beaucoup de formations en interne. On a créé une Markentive Academy pour pouvoir expliquer un petit peu tous les types de projets qu'on peut rencontrer et du coup un petit peu quelle est la stratégie et les process qu'on peut avoir à mettre en place. On va créer, comme on disait, de toute façon des binômes. Donc, dans tous les cas, tout nouvel arrivant ne sera jamais laissé seul. Il aura une personne différente qui l'accompagnera sur les différents projets qu'il pourra avoir. Et puis, quoi d'autre? On va avoir des REX aussi qu'on met en place toutes les semaines, ce qui permet d'avoir un retour d'expérience sur les autres projets que peuvent avoir des collaborateurs. Donc, au final, en général, il est vite intégré dans la dynamique chez Markentive et va vite se retrouver aussi sur des projets, ce qui fait que la mise à niveau va être rapide, mais efficace. Effectivement. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont déployées pour faciliter justement cette arrivée. Il y a des sujets mécaniquement, quand on recrute une personne, il y a déjà des sujets d'aisance, d'autres un peu moins. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir travailler avec un plan un peu sur mesure, justement, pour que tout puisse être mis en place, en tout cas pour favoriser l'épanouissement de nos consultants. Quelle est la place de HubSpot ? On en parlait tout à l'heure, du coup, elle est assez centrale parce qu'au final, ça va nous permettre vraiment de pouvoir lancer toutes les actions marketing chez la majorité de nos clients à partir du moment où on a réussi à acquérir un nouveau contact grâce à de l'inbound, grâce à de l'outbound, etc. Autre chose assez intéressante avec HubSpot, c'est qu'il est finalement possible de connecter beaucoup d'outils, que ce soit nativement ou non, à HubSpot, ce qui fait qu'on va vraiment pouvoir tout avoir et tout centraliser au sein de cet outil, et du coup de pouvoir faire après des reportings assez intéressants et de pouvoir tout piloter via cet outil. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit que HubSpot est très important, déjà parce qu'on est partenaire HubSpot et en plus parce qu'au final on a vraiment mis HubSpot au cœur de nos accompagnements growth. Les reporting, donc les KPI importants pour nous sur le succès de la prestation. Là, on parle vraiment évidemment de qu'est-ce que nous, on va regarder. Évidemment, on ne parle pas du côté client, mais pour nous, les KPI principaux qu'on va juger, le premier, c'est est-ce que mon client a renouvelé ou pas, parce que souvent, on est sur des phases de trimestre un trimestre ou semestre de prestation. Un indicateur pour nous de qualité, c'est globalement, est-ce qu'on retravaille, on continue de travailler avec ce client? Donc voilà, est-ce qu'on a conservé le client? Est-ce qu'éventuellement, il nous a
demander de nouvelles prestations, des prestations additionnelles. Finalement, il nous demande de revoir son CRM, il nous demande de refaire son site web. Voilà, ça sont des indicateurs de satisfaction client sur lesquels on va pouvoir se baser. Alors, il y a aussi le NPS, par exemple, qu'on va envoyer à nos clients pour mesurer leur qualité. On va leur demander des avis sur HubSpot pour qu'ils puissent nous laisser des avis. Ça va être des indicateurs pour nous de la qualité de la prestation que l'on va avoir autour de nos prestations gross marketing. Et ça va être, en tout cas déjà, la satisfaction client, c'est évidemment un des plus importants. Et le deuxième point plutôt en interne, ça va être, on vend du temps aujourd'hui quand on est consultant, donc on va vendre un certain nombre de jours que l'on va produire. Et un point évidemment important, c'est que ce nombre de jours soit respecté. Donc, si aujourd'hui j'ai vendu 10 jours à mon client et que j'en passe 15 à faire ce qu'on avait prévu en 10, mécaniquement, ça c'est pas un indicateur positif sur la gestion du projet, puisque le rôle du consultant, c'est évidemment de dimensionner les moyens et les actions aux moyens qui sont identifiés avec le client. Et ça, c'est important, c'est que le consultant est garant de son projet, évidemment avec l'appui du manager et de toutes les ressources en interne qu'on peut mettre à disposition. On a des outils pour faciliter ce travail-là. Mais ça, c'est vraiment le rôle du consultant. Il est responsable de son projet de A à Z sur la relation avec le client, sur le renouvellement, on va dire, la fidélisation du client. Et appuyer, comme je le redis, mais appuyer évidemment d'autres consultants ou du manager pour faire tout ce travail-là. Mais c'est vraiment quelque chose d'important dans l'autonomie et la responsabilité que l'on donne à chacun de nos consultants. Côté rémunération, alors évidemment, c'est variable, puisque ça va être une fourchette que je vais vous donner à titre indicatif, qui va être relativement large comme fourchette, puisqu'on va du junior au senior. Mais globalement, un consultant gros aujourd'hui, ça va être entre 40 et 60 000 euros à l'année. Pour la plupart, en tout cas, on va se retrouver dans ces fourchettes-là. En tout cas, chez Marketing. Alors, l'expérience en agence, la différence en tout cas entre l'agence et le client. Alors, on vous a fait un petit tableau juste pour essayer de schématiser à peu près comment ça se passait chez Marketing, comment ça se passe généralement dans d'autres agences et comment ça se passe chez le client final. Les projets, chez Marketing aujourd'hui, un consultant ou une consultante a entre 8 et 12 clients qui vont être gérés en parallèle. Donc, le nombre de clients dépend en fait évidemment de la taille des projets et les projets sont le nombre de projets à attribuer est proportionnel évidemment au temps disponible. On ne crée pas des surcharges de travail. Tu pourras, je pense, en témoigner, mais l'idée, c'est d'avoir effectivement des projets qui soient dimensionnés pour que tout soit gérable dans un temps normal. Dans une agence traditionnelle, donc on dit traditionnelle, c'est plutôt une agence marketing qui va travailler sur un champ d'expertise particulier. En fait, très généralement, vous allez avoir vous allez avoir des clients et sur lesquels vous allez travailler uniquement sur une action bien précise. Donc, si vous êtes dans une agence d'acquisition, vous allez traiter que les sujets d'acquisition de trafic et souvent, vous n'allez pas voir ce qui se passe après. Quand vous êtes dans une agence inbound, vous allez traiter beaucoup le contenu, l'automation, etc. Mais on ne va pas forcément traiter l'amont. Donc, voilà, il peut y avoir des différences. On va plutôt être du coup dans cet accompagnement un peu transverse et global de nos clients. Et ce qui fait qu'on va traiter avec plusieurs typologies d'interlocuteurs ensuite. Chez le client, le travail est très différent du gros marketeur. Il est souvent soit dans la mise en place d'actions, donc il va réaliser potentiellement des choses, et il va aussi souvent travailler avec des agences partenaires qui vont l'aider dans son quotidien, puisqu'une personne seule peut difficilement parfois avoir toutes les compétences ou travailler sur tous les sujets. Et ça crée souvent de la lenteur aussi, puisqu'il faut être capable de reporter à des personnes qui sont un peu moins au fait, et ou dans des structures qui ne sont pas forcément aussi agiles. Donc, ça crée forcément un petit peu de complexité, en tout cas, ou une façon de travailler, en tout cas, qui est différente du travail de l'agence. Le rythme, chez Marketing, alors on dit il est véloce dans le sens où on a beaucoup de projets qui sont différents dans beaucoup de secteurs. Donc, ça implique en fait d'être extrêmement agile, on va dire, dans le changement de sujet entre le matin et l'après-midi. On n'a pas forcément les mêmes sujets, les mêmes clients, les mêmes secteurs. Donc, on travaille sur des choses différentes. Et après, on est également sur des rythmes itératifs. Donc, on va mettre en place des choses
que l'on va tester sur une phase courte, relativement courte, et qu'on va être capable en fait de répéter de manière extrêmement régulière. Et ça implique effectivement d'être capable d'être bien organisé déjà, mais ensuite d'avoir en fait ce rythme qui se crée plutôt qu'une action qui va être mobilisée sur plusieurs mois. On va en fait pendant plusieurs mois faire la même chose. Typiquement, par exemple, je vais prendre le cas du référencement naturel. Les accompagnements en référencement naturel, même chez Marketing par exemple, sont des référencements généralement très cadrés dans le temps, puisque en fait, on est plutôt sur des actions à long terme, mais sur des actions plutôt traditionnelles d'acquisition growth, on va vraiment être sur des mécaniques itératives très rythmées. Et chez le client, on va être plutôt dans une routine, alors c'est pas forcément négatif, mais quelque chose qui va être assez régulier, toujours un peu la même chose sur les mêmes thématiques. Et c'est parfois difficile, du coup, quand on est grosse marketeur directement chez le client final, de s'extraire en fait de cette routine, de ce quotidien. Et on va avoir tendance à répéter un peu les mêmes recettes qui ont fonctionné par rapport à ce canal, qui ont fonctionné par rapport à cet objectif-là. Et on a un peu plus de mal à sortir un petit peu de cette boîte qui a toujours été un peu mobilisée. Les interlocuteurs, globalement, entre l'agence traditionnelle et Marketing, ça va être à peu près les mêmes. La différence, c'est que nous, on aura peut-être un peu plus souvent les briques commerciales, les briques service client que dans des agences plutôt qui vont être en lien avec le marketeur ou le directeur général. Et chez le client final, vous êtes généralement juste avec votre N+1. Donc, en fonction de la structure, ça peut un peu changer. Donc, s'il y a, entre guillemets, si vous avez un peu de chance, il y a un directeur marketing qui est capable du coup de diriger un peu la vision marketing. Quand il y a un peu moins de chance, ça peut être le dirigeant et s'il a peu d'appétence marketing. Du coup, les métiers sont un peu plus difficilement valorisables et ça peut être un peu plus compliqué d'exprimer la créativité qui est nécessaire aussi sur le poste de consultant gros. Ça sera plutôt une qualité que j'aurais pu nommer un peu plus tôt. En termes de progression, alors on l'a dit, on l'a redit, mais on va avoir beaucoup de projets sur beaucoup de secteurs. Donc ça crée évidemment une capacité à progresser plus rapidement, puisque quand vous êtes confronté à une dizaine de secteurs régulièrement différents, avec des enjeux différents, avec des interlocuteurs différents, mécaniquement, ça crée un enrichissement personnel et professionnel vraiment plus fort. En plus, nos métiers déjà du gros marketing évoluent régulièrement. Donc, de fait, on est obligé, si on veut rester un peu à la page, de suivre ces nouveautés-là et donc de suivre cette progression. Je nommerai que ChatGPT, par exemple, pour une des dernières arrivées, en tout cas, sur nos métiers qui nécessite que l'on revoie globalement la façon de faire et donc qui nous permet aussi de progresser dans nos typologies d'accompagnement et dans la performance de ce qu'on génère. En agence traditionnelle, globalement, ça va dépendre un petit peu aussi de la structure, donc on ne va pas forcément faire de généralité, mais vu qu'on a tendance à avoir un peu moins de projets ou sur des compétences moins diversifiées, on a tendance aussi à avoir une progression un peu plus faible, un peu moins rapide en tout cas. Et chez le client final, ça dépend aussi un peu de la structure. Est-ce qu'il y a la mise en place de formation? Est-ce que vous êtes challengé au quotidien ou pas? Voilà, et tout ça, ça va faire qu'il y aura une émulation ou pas potentiellement sur votre développement. Les évolutions, globalement, chez Marketing, elles sont assez... elles dépendent évidemment de chacun, mais globalement, on avance à peu près par rythme de 1 ou 2 ans pour passer d'étape en étape. Donc, c'est très variable, ça dépend de plein de facteurs, mais globalement, c'est un peu ça qu'on peut imaginer aujourd'hui. Sur les agences, ça dépend pour le coup vraiment de chaque agence. Et chez le client, ça, pareil, ça dépend des opportunités en interne. Donc, est-ce qu'il y a un poste qui s'ouvre ou pas? Est-ce qu'il y a une capacité à développer ou à prendre la place de son N+1 qui s'en va, si c'est une volonté, évidemment. Donc, voilà, tout ça, c'est très, très variable. Aujourd'hui, en tout cas, on parle de ce qu'on a mis en place. Donc, ça vous donne quelques idées. Sur les résultats, ce qu'on va, nous, en tout cas, la valoriser dans la différence, en tout cas, dans les accompagnements, c'est qu'on va vraiment, et le consultant va vraiment être maître, en tout cas en partie de la donnée, totalement de la donnée, en partie des actions, parce qu'après, il y a parfois des choses sur lesquelles on ne peut pas intervenir, mais on a une visibilité sur la totalité du funnel. Et ça, pour nous, c'est extrêmement gratifiant déjà quand on voit l'impact que l'on a en bout de chaîne, mais ça nous permet aussi et surtout de pouvoir corriger nos actions et de les développer. Et c'est souvent ce qui manque. Alors, je parle en connaissance de cause, parce que j'ai déjà été dans des agences
a qualifié de traditionnels, il manque souvent une brique ou plusieurs même. Donc, on va se concentrer sur une expertise. Et donc, la grosse valeur ajoutée de Marketing par rapport à d'autres agences, c'est justement cette capacité à intervenir sur l'ensemble du funnel. Et chez le client, parfois, ce qui va être plus compliqué chez le client final, c'est plutôt de trouver d'être capable d'analyser aussi, de s'extraire de sa donnée. Comme on l'a dit, ça peut être compliqué parfois de sortir en fait de son quotidien. Quand on est chez le client, on va être embarqué dans son quotidien et on va avoir du mal à prendre du recul et aussi avoir des personnes qui vont être capables de nous faire prendre du recul. Et ça, c'est la force du coup, je pense, des agences en général, c'est que notre métier nous oblige à regarder le client de l'extérieur et donc d'en faire une analyse et des recommandations. Donc, c'est peut-être évidemment ce qui peut manquer chez le client final. Pour terminer sur ce webinaire, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Ça nous permettra de couvrir ce qui reste sur les temps forts de la semaine. Donc là, c'est Athénaïs qui va vous décrire globalement aujourd'hui quelle est sa semaine, qu'est-ce qu'elle fait, quels sont un peu les temps forts. Ça, comment s'articule la semaine du coup d'un consultant growth. Donc, on les a récapitulés en 5 gros points. Bien entendu, ils ne se catégorisent pas comme ça dans la semaine. Tout va venir un petit peu se mélanger en fonction des projets. En tout cas, on va avoir des réunions avec les clients. Ça va être des réunions de cadrage, que ce soit pour des débuts de projet, pour pouvoir vraiment savoir qu'attend le client, quels sont les objectifs qu'on va devoir actionner, comment est-ce qu'on va suivre tout ça. Donc, vraiment pouvoir s'aligner sur la méthodologie, sur les actions, etc. On va avoir aussi des séances de boîte à idées et de brainstorming pour pouvoir prioriser toutes les idées qui seront à déployer. L'objectif, comme on disait, c'était qu'on va avoir des services et des secteurs d'entreprise complètement différents. Donc, forcément, les idées seront également différentes pour pouvoir atteindre les objectifs qui ont été évoqués lors des réunions importantes. On aura bien entendu des phases plutôt opérationnelles, donc pour pouvoir implémenter et faire des setups dans les différents outils, donc que ce soit au niveau des ads, que ce soit au niveau du SEO, que ce soit directement dans HubSpot. D'ailleurs, à ce sujet-là, lorsque un nouvel arrivant arrive chez HubSpot, il aura des formations à faire sur HubSpot pour pouvoir se familiariser avec l'outil. Donc, de toute façon, on vous apprend aussi à utiliser cet outil-là. Bien entendu, très important, ça va être aussi de faire des reporting pour les clients pour pouvoir suivre les métriques des campagnes qui sont lancées, de tous les dispositifs qui sont mis en place avec les clients pour pouvoir montrer est-ce que c'est réussi, est-ce que ce test fonctionne, ne fonctionne pas, du coup, quels sont les next steps, quelles conclusions on en tire et du coup, qu'est-ce qu'on va faire derrière. Et bien entendu, on va avoir aussi un petit peu de formation qui va venir s'intégrer, donc de la formation aux clients, parce que comme on disait, l'objectif, c'est aussi d'être très pédagogue et de pouvoir les rendre un peu plus autonomes sur les missions de tous les jours, même si on les accompagne et même si on leur donne des conseils et des recommandations. Mais également, du coup, de la formation interne, parce que comme on le disait, on a des REX, on va avoir des webinars, on va avoir des learnings à faire, etc. etc. Donc, beaucoup de choses qui viennent s'articuler au sein d'une même semaine. Et c'est pour ça qu'on disait qu'il n'y a pas forcément de routine, puisque ça va dépendre aussi de comment on organise sa semaine. Pour vous donner un petit peu plus, pour vous aider un petit peu plus à vous projeter, lorsqu'on va débuter un accompagnement, vu qu'on a des clients qui sont quand même très différents, dans des secteurs complètement différents et comme encore une fois avec des objectifs totalement différents, on va bien entendu cadrer avec le client ce qu'il attend. Et nous aussi, on va avoir besoin de mieux le comprendre. Et c'est pour ça qu'on a des frameworks qui vont nous permettre d'expliquer qu'est-ce que c'est que la méthodologie growth, comment est-ce qu'on l'utilise dans un accompagnement avec les clients. Et derrière, on va avoir aussi des frameworks pour vraiment demander aux clients plutôt de les compléter pour qu'on puisse en savoir plus. Donc, par exemple, le buyer persona, très important pour pouvoir savoir quelles seront les cibles prioritaires sur lesquelles on va devoir déployer les différents dispositifs. Au niveau du modèle pirate, donc quels sont les principaux KPI, que ce soit sur l'acquisition, l'activation, la rétention, etc. Le Product Lean Canvas pour en apprendre plus aussi sur leurs produits et sur leurs offres. Et ensuite, lors des ateliers de brainstorming, on va avoir la priorisation des idées. Du coup, on a mis en place un petit scoring aussi à ce niveau-là pour pouvoir vraiment savoir d'un point de vue faisabilité et d'un point de vue impact, quelles sont du coup les missions et les actions qui seront plus pertinents à lancer et à quelle rapidité, on va dire. Au niveau des outils, on a déjà fait le tour au début, mais du coup, il va y avoir tout ce qui est du LinkedIn, du Google Ads, de la Search Console. On a mis quoi? On a mis aussi du SEMrush, on a mis du Tag Manager parce que très important de pouvoir bien paramétrer les conversions pour pouvoir avoir un suivi fiable des personnes qui vont convertir. Et forcément, tout ce qui va être HubSpot pour la mise en place de formulaires, de landing page, d'emailing, de nurturing, de séquences, etc., etc.
Bon, là, c'est pas du tout exhaustif, hein, Non. mais c'est quelques outils évidemment qu'on va utiliser au quotidien. Derrière tout ça, il y a aussi tous les outils d'enrichissement de données, du drop contact, du scrapping avec du Phantom Buster par exemple. Enfin, j'en passe et des meilleurs certainement. Mais voilà, l'idée, c'est juste retenir que les outils sont globalement très diversifiés pour à chaque fois aboutir à des objectifs aussi différents. Et donc, au quotidien, voilà, vous allez être amené à utiliser l'ensemble de ces outils-là. Comme on disait, les reportings aussi qui font vraiment partie intégrante de nos quotidiens, parce qu'on va avoir des reportings mensuels, des reportings un petit peu plus ponctuels en fonction des missions qui sont lancées, parce que l'objectif, c'est de pouvoir, via ces reportings, montrer pourquoi on fait les choses, pourquoi on les a faites et du coup, est-ce qu'elles ont fonctionné. Ces reportings ont aussi un double enjeu, ça va être aussi pour nos clients qui puissent les montrer aussi en interne et prouver Markentive, on a de la valeur pour eux. Et du coup, c'est vraiment comme ça qu'on va co-construire aussi notre relation. Donc, comme on disait, il va y avoir des reportings sur des objectifs qui sont fixés, sur les performances LinkedIn Ads et sur les performances mensuelles de manière générale. Et bien entendu, sur la consommation du temps aussi pour pouvoir suivre comment notre accompagnement avance avec le client. Et on va aussi aider le client avec finalement aussi un ensemble de visualisation de données. Donc là, on ne l'a pas forcément intégré, mais on utilise évidemment beaucoup Looker Studio, donc Data Studio, anciennement Data Studio, pour justement faciliter cette visualisation de données, qui est aujourd'hui un enjeu majeur pour nous déjà au quotidien, mais pour le client aussi, pour comprendre finalement ce que lui génère de son côté, ce que l'on génère avec lui, et l'aider à développer cette performance-là. Donc ces reporting-là, effectivement, pour nous, c'est important. Ça permet de centraliser un peu cette information sur ce qu'on a produit, sur ce qui a été généré et surtout sur ce qu'on peut ajuster. Puisque voilà, l'idée, c'est pas juste de s'arrêter, comme je disais, à une performance qui est bonne aujourd'hui. Le growth marketing, je le rappelle, signifie croissance. Donc, ce qu'on fait, c'est bien. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien. Ce qu'on fait demain, ça doit être mieux. Un petit point aussi sur les formations. Donc, on parlait des formations internes, mais également des formations pour le client. On a une offre Learn, du coup, dans le Rebelle qui finit la lettre, le L. Et on va être amené à former les clients à la fois sur l'outil de HubSpot pour pouvoir gérer toute la partie vraiment marketing, pour que le client soit autonome sur tout ce qui va être l'envoi des emails, la construction de ses landing pages. Mais bien entendu, on ne va pas s'arrêter là. On peut être aussi amené à faire des formations sur vraiment des pratiques du marketing, comme tout ce qui va être de l'inbound, comment bien construire ses buyer persona, comment bien les penser, comment faire des email nurturing, quelle est la stratégie à adopter pour pouvoir les construire. Et également, si besoin, pouvoir un petit peu plus former les clients sur tout ce qui va être stratégie du SEO, SEA et SMA pour que quand on lui parle aussi avec notre vocabulaire, il sache plus précisément à quoi on fait référence, pourquoi est-ce qu'on pense de cette façon, etc. Parce que comme ça permet aussi de pouvoir travailler ensemble sur des objectifs beaucoup plus pertinents. Donc, en bref, une semaine bien remplie. Et pour nous aider dans cette mission, forcément, on va utiliser des outils pour la gestion de projet. Notre outil phare, nous, ça va être Notion parce qu'il va nous permettre vraiment de pouvoir tout centraliser, de pouvoir créer différentes pages au sein de la même page client pour pouvoir insérer toutes les informations et pour pouvoir au final tout centraliser, donc que ce soit au niveau des decks, au niveau des documents et des présentations, que ce soit au niveau des boîtes à idées qui auront été construites. Ça permet vraiment de pouvoir tout avoir à disposition avec tous les acteurs du projet et de pouvoir avoir toutes les informations au même endroit. Et aussi parce que le client est impliqué dans notre accompagnement et il doit souvent produire des choses. Et donc cet outil, c'est vraiment un outil central pour nous pour être assuré qu'on va dans la bonne direction et que tout le monde sait globalement ce qu'il a fait. Et puis, comme on disait, beaucoup aussi de projets internes parce que Markentive est très centré autour des clients, mais aussi on est très centré sur notre avancée tous ensemble et sur la façon dont on va tous évoluer. Donc, tous les jeudis, par exemple, on va avoir des REX, donc comme on dit, des retours d'expérience sur vraiment des sujets très variés parce que on a différents pôles, on a le RevOps, on a le Growth, on a aussi les UX, UI et les Devs. Donc, l'objectif, c'est que chacun puisse partager un petit peu ses différents projets, les différents points de douleur qu'il a pu avoir, mais également les réussites qu'on a pu avoir. On parlait de la Markentive Academy, donc voilà, on a un petit peu processisé, mis en valeur tous les process qui sont mis en place pour pouvoir que chaque nouvel arrivant, ou même si on a un doute quand on passe d'un projet à un autre, savoir comment est-ce qu'on peut avancer sur ces choses-là. Et ça, ce sont faits par les consultants, justement. Et après, bien sûr, on a vraiment une vie d'entreprise avec différentes petites fêtes. On a fait tout ce qui était déco locaux pour décorer nos anciens locaux. On va faire des webinars, on va faire
participer à la création de nouvelles offres et puis voilà, une vie bien, bien remplie. Voilà, effectivement, les projets clients, c'est important. Enfin, c'est évidemment ce qui fait vivre une agence, mais on considère aujourd'hui que l'agence, elle est composée de diversité aussi, autant que nos clients. Et on essaye de créer ces moments justement de partage de connaissances, de compétences, mais après aussi de partage simplement humain. Hein. Donc, il y a des éléments réguliers qui vont être en fait mis en place pour essayer de rencontrer tout le monde, puisque on le disait aussi, mais on est ouvert au remote. Donc, on a aujourd'hui 25-30%, je pense, de l'effectif qui est à distance, donc réparti un petit peu partout en France. Donc, mécaniquement, des gens qui ne se voient pas extrêmement régulièrement, si ce n'est en visio, évidemment. Donc, on crée ces moments d'entreprise pour justement que tout le monde puisse se connaître, se voir régulièrement et que voilà, on puisse aussi partager des moments qui ne sont pas que des projets clients. Pour terminer, donc, on vous a mis ici, aujourd'hui, on a plusieurs offres sur lesquelles on recherche des consultants. Donc, ce n'est pas forcément exhaustif non plus. Ça change, ça peut changer aussi. On peut avoir des besoins différents, mais là, à date, en tout cas, vous aurez accès à toutes les offres sur lesquelles on recherche des consultants actuellement. Sur le poste grosse, on est plutôt aujourd'hui sur une recherche de consultants confirmé senior, donc qui a déjà pu utiliser quelques-uns des outils ou plusieurs des outils qu'on a identifiés lors de ce webinaire. Néanmoins, aujourd'hui, si vous n'êtes pas forcément ni confirmé ni senior, n'hésitez pas à postuler tout de même, même si le besoin là à l'instant T il est plutôt sur ce profil-là. On reste ouvert, on a des besoins de manière un peu plus large. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des questions sur ce webinaire, n'hésitez pas évidemment à les poser, peut-être avant de passer sur les offres. Je ne sais pas s'il y a des questions. La différence entre le consultant grosse et le consultant marketing sales ops, le consultant grosse va vraiment intervenir. Alors, je vais prendre dans le sens. Le consultant marketing et sales ops intervient vraiment en amont dans le cadrage et l'implémentation de l'outil et va plutôt travailler en fait sur la phase initiale du projet. Le consultant grosse, pour schématiser, va plutôt intervenir dans l'animation de l'outil et va pas se limiter du coup à l'outil. Quand on dit l'outil, là en l'occurrence c'est HubSpot. Donc le consultant marketing Sales Ops va être très très tourné sur HubSpot et son implémentation. Et nous on va plutôt être en tant que consultant grosse dans l'animation de ce CRM Marketing Automation, donc le faire vivre et l'alimenter justement par du trafic, des leads, le travail après de nurturing. Donc c'est juste deux métiers qui sont complémentaires, mais un qui est plutôt dans la structuration de l'outil et l'autre dans l'animation de l'outil. On va voir ce poste en particulier ouvert à distance. Oui, globalement aujourd'hui tous nos postes sont ouverts à distance en France. Pour l'instant, pour des raisons juridiques, c'est plus simple. Ouais. Et il y avait, je crois, une autre question. La typologie de clients précise ou divers et variés. Divers et variés, je l'ai dit un tout petit peu en amont en tout début de la présentation, mais vraiment aujourd'hui tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise, enfin toute taille non, on n'a pas de TPE, on va dire qu'on a plutôt des PME jusqu'à des grands groupes que vous connaissez tous. On espère en tout cas que ce webinaire vous aura plu et aura répondu aux questions que vous pourriez avoir sur les métiers du growth, en particulier chez nous. Une dernière question, en termes de CRM, seul HubSpot est utilisé ou Salesforce, Dynamics? Alors aujourd'hui, non. Alors nos clients en fait utilisent beaucoup HubSpot. Nous aujourd'hui, on est capable d'intervenir aussi sur d'autres CRM, donc Salesforce et Dynamics. Évidemment, notre outil de prédilection reste HubSpot, puisque c'est aujourd'hui le seul outil. On n'est pas intégrateur Salesforce, on n'est pas intégrateur Dynamics. Donc, on est capable d'un travailler avec, et notamment, il est très, très souvent plugué à la partie HubSpot Marketing. Donc, nos équipes, notamment API, sont capables de développer des connecteurs sur mesure ou de remonter de la donnée si on ne veut pas utiliser le connecteur natif HubSpot, par exemple. Mais voilà, aujourd'hui, on n'est pas purement HubSpot et 100% HubSpot. Donc, on recherche aussi des profils qui ont touché et travaillent et ont d'autres compétences sur d'autres outils. On travaille un peu sur du Pardot aussi. Un peu de Pardot, oui, un petit peu de Pardot, effectivement aussi.
Bon, ça, si on peut éviter. Et ben, en tout cas, merci à tous pour votre attention, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont restées jusqu'au bout. Donc, j'espère que voilà, ça vous a éclairé sur le métier, en tout cas tel qu'il est fait aujourd'hui chez Mark & Tive. Et si vous souhaitez évidemment nous rejoindre, n'hésitez pas à postuler. On aura l'occasion de rééchanger plus concrètement, cette fois sur vos expériences. À très bientôt. Bonne journée.